Bonjour à toutes et tous. On est très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette deuxième réunion publique de Écologie Sociale Solidarité qui se fait aujourd'hui à Andrézy. On a du beau temps, on a une belle installation et on a surtout vous qui êtes là, donc ça nous fait grand plaisir de vous trouver. Et puis aussi nous faisons un bonjour aux personnes qui nous suivent sur Facebook en direct. Si jamais il y a des petits pépins de son ou d'image, vous aurez de toute façon la vidéo derrière enregistrée avec la bonne sono sur Facebook. Excusez-nous, on a eu des petits pépins, mais ça va nous encourager à être un peu synthétique. Donc, nous pouvons nous présenter d'abord. Je vais laisser l'honneur à Mouni de se présenter, puis à Victor, et ensuite je me présenterai, ensuite on vous décrira un petit peu notre approche avant de rentrer dans le dur de notre programme. Et nous encourageons les divers passantes et passants à nous rejoindre, même pour quelques minutes, pour que nous puissions présenter notre programme pour les départementales. Mouni, tu veux peut-être commencer par te présenter? Je peux. Donc, bonjour à tous et bonjour à toutes. Très heureuse d'être là parmi vous aujourd'hui. Donc, certains me connaissent déjà bien, même très bien, d'autres me découvrent. Et pour certains qui ne me connaissent pas, c'est que je pense qu'ils ont échappé à tout le tractage, le boitage et les affichages qu'on a fait dans le cantonal et qui ne connaissent pas nos bobines. Voilà, donc pour mon pédigré, moi j'ai 51 ans, j'ai 3 enfants, je suis agent territorial de la ville de Paris. Je suis communiste depuis l'âge de 19 ans et je continue, donc je persévère dans mon engagement. J'ai été précédemment présidente du conseil local FCPE à Chanteloup-les-Vignes. C'est un travail de terrain que j'ai beaucoup aimé, qui ne s'est pas fait simplement qu'avec les parents d'élèves, mais aussi avec les différentes directions d'école et la ville de Chanteloup, notamment avec les services scolaires, la caisse des écoles. Peu de temps après, j'ai été élue comme conseillère municipale, donc j'ai eu... d'opposition, exactement. Donc élue, et voilà, conseillère municipale d'opposition communiste donc à la ville de Chanteloup-les-Vignes sur un mandat. Et concernant les élections, donc je suis récidiviste parce que j'ai postulé pour les élections au cantonal de 2011 et régionales pour 2017. Voilà. Donc très heureuse d'être là parmi vous. À toi, Victor. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Victor Paillac, j'ai 19 ans, étudiant en philosophie pour mon activité étudiante, donc professionnelle. Et à côté de ça, je milite pour le droit des animaux et l'écologie depuis quasiment 10 ans, donc ça fait vraiment beaucoup de temps. Je me suis impliqué récemment en politique auprès d'un jeune mouvement qui s'appelle la Révolution écologique pour le vivant, pour lesquels je me suis présenté aux élections municipales en 2020, et aujourd'hui donc je fais partie de ce quatuor sur le canton de Conflans-Sainte-Honorine, et je suis également candidat à tête de liste pour les élections régionales de 2021 en Ile-de-France. Alexandre. C'est une démarche absolument fabuleuse, d'être en même temps tête de liste sur l'Île-de-France au régional. C'est vraiment un engagement que je voudrais applaudir et saluer. Et applaudissons Mouni. Moi je m'appelle Alexandre Garcia, je suis candidat titulaire du coup sur ce canton. Je suis militant socialiste depuis plus de 10 ans, engagé à gauche depuis très longtemps. Je m'engage dans cette élection pour porter vraiment la voix de la gauche écologiste, de la gauche qui est à même d'organiser une transition écologique et sociale juste sur notre canton. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Dans la vie, je travaille pour une institution publique française qui se charge de la régulation de l'économie. Et constamment dans ce travail, mais aussi bien entendu dans mon engagement politique, je vise l'intérêt général, je vise le caractère durable de notre société, parce que c'est dans mon travail, je lutte contre les crises financières. En fait, je vise à faire en sorte qu'elles ne puissent pas survenir, parce qu'on sait que c'est tellement destructeur d'un point de vue économique, d'un point de vue du chômage, et même d'un point de vue écologique, qu'il faut que nous soyons dans un monde qui est une civilisation généralement qui est une sobriété dans la consommation, qui sache se réfléchir plus en harmonie avec la nature, et bien entendu avec un partage des richesses beaucoup plus équitable que ce que nous avons maintenant, puisque nous sommes actuellement dans une situation où la droite est hégémonique, hein, non seulement
dans l'idéologie qui circule dans les médias, mais également au niveau des différentes structures de pouvoir ici. Et je pense que nous avons un héritage de gauche, d'une gestion municipale de gauche sur ce canton. Nous avons des enjeux très forts écologiques et sociaux sur ce canton, qui a des réalités naturelles, des réalités sociales extrêmement différentes. Et nous allons vous présenter notre programme et en quoi pour nous considérons que la liste écologie, sociale, solidarité, ces trois piliers extrêmement importants, est à même d'avoir un programme pour répondre à ces urgences-là au niveau du canton et aussi les porter au niveau du département, parce qu'on n'est pas tout seul, parce qu'il y a 20 autres cantons dans lesquels, encore une fois, il y a des réalités très différentes, des cantons beaucoup plus ruraux, des cantons beaucoup plus urbains aussi également. Et nous souhaitons pouvoir donner une chance à toutes et tous dans le département de vivre convenablement avec des services publics, avec un environnement qui ne soit pas dégradé, donc pouvoir vivre en bonne santé, en harmonie avec l'ensemble du vivant également. Et c'est ce que nous allons présenter tout de suite. Je voulais faire un point parce qu'on est à Andrézy, on est devant l'île Nancy, et qui est un petit peu symbolique des choses avec lesquelles nous ne sommes pas d'accord dans la gestion municipale et dans la gestion départementale sur certaines villes de ce canton. L'île Nancy a été aménagée par la droite andrézienne, la municipalité de droite précédente, pour y mettre en place un parcours Trekil qui a été extrêmement coûteux, dans lequel le département a mis 700 000 €. La ville, dont les finances sont aujourd'hui, on peut le dire, vraiment en mauvaise situation, a mis 400 000 € pour finalement qu'on arrive dans cette situation actuelle où on découvre sur le tard, avec une nouvelle majorité, que les finances sont mauvaises et qu'il faut augmenter les impôts. Est-ce que c'était un bon emploi des deniers publics que de faire un Trekil sur l'île Nancy? J'en suis pas certain. Est-ce que ça a eu des conséquences sociales? Est-ce que ça a eu des conséquences environnementales? Oui, de mauvaises conséquences environnementales. Et puis il y a eu des ratés au démarrage, il y a eu des glissements de terrain. Voilà, c'est le type de chantier un petit peu pharaonique laissé par des personnes qui veulent laisser une trace à tout prix, et même si c'est au prix de la nature. C'est une vision que nous contestons. Nous voulons préserver notre cadre de vie, nous voulons préserver notre nature, notre société. Et donc nous voulons faire un meilleur emploi des deniers publics, notamment pour les personnes les plus fragiles. Et voilà, je voulais un petit peu parler de ce symbole-là parce qu'il est significatif. Aujourd'hui, beaucoup de gens se réclament de l'écologie. Il ne suffit pas de dire « je suis écologiste » pour être de gauche. En revanche, nous pensons que la véritable écologie, c'est une écologie de gauche. C'est une écologie qui met la transition écologique à portée de toutes et tous, y compris les plus vulnérables, les plus fragiles. C'est ce que nous allons démontrer, c'est ce que nous avons tenté de faire dans notre programme. Nous avons infusé l'idée écologique, l'idée sociale partout dans notre programme pour que nous puissions avoir vraiment cette transition et cette alternance. Notre rassemblement, donc, rassemble aujourd'hui trois partis. Révolution écologique pour le vivant, le parti dans lequel est engagé Victor, le Parti communiste, le parti dans lequel est engagé Muni, et le Parti socialiste dans lequel je suis engagé. Nous sommes de gauche, nous sommes écologistes, nous l'assumons, nous n'en avons pas peur, nous ne nous cachons pas derrière notre petit droit, et c'est ce qui permet de voir la force aussi de notre rassemblement. Nous sommes la seule liste de gauche clairement identifiée sur ce canton, et la seule liste qui a un programme de révolution écologique et sociale qui permet vraiment de passer à un changement de modèle, et nous représentons le meilleur rempart, la meilleure alternative par rapport aux pratiques de ce département. Nous en parlerons un peu plus tard. Et nous allons commencer sur le programme, je ne voudrais pas trop monopoliser la parole. On veut essayer de faire un échange un peu libre avec vous, en étant bien sûr de ne pas être trop long. On va diviser notre discussion en trois blocs. Un bloc social-sanitaire, et ensuite on échangera ensemble sur ce qu'on peut faire, sur comment on peut compléter ce programme, expliquer aussi pour les personnes qui nous regardent. Ensuite on aura un bloc transition écologique et cadre de vie. Et enfin à la fin on aura un bloc sur les collèges, sur la culture, sur l'emploi et sur la démocratie. Et nous ferons une petite conclusion
Donc voilà, on va commencer. Pour la partie sociale santé, je vais laisser Mouni introduire, notamment en phase avec les compétences importantes du département. Et Mouni qui a un engagement très fort sur les questions sociales depuis très longtemps. C'est elle qui en parle le mieux. Je vais la laisser en parler et nous pourrons ensuite entamer une discussion. Merci. Merci Alexandre. Pour ces questions sociales, je pense qu'il serait important de revenir sur le contexte, certaines informations du département. Il faut savoir que ce département compte 1,4 million de personnes, d'habitants, et notamment 250 000 retraités et 70 000 chômeurs. Je vais commencer, si vous voulez bien, par nos aînés. Nos aînés comptent, aujourd'hui, on compte 110 000 personnes de plus de 75 ans. L'INSEE prévoit d'ailleurs un doublement de ce chiffre d'ici 2050, ce qui va faire de ce département avec les personnes les plus vieillissantes. Se rajoute aussi le problème de l'hébergement pour ces personnes âgées, pour cette tranche d'âge, pour nos aînés. L'hébergement aujourd'hui est très cher, très onéreux. 2 150 € en public et 3 200 € en privé. Et si on souffre aussi d'un handicap, l'hébergement peut être élevé jusqu'à 4 000 €. Qui a cette somme? Même pour un hébergement en public, 2 150 €. Qui a cette somme? Donc nous, notre proposition, c'est que les prix d'hébergement soient compatibles avec les pensions des retraités et aussi qu'ils n'amputent pas aussi les revenus des enfants. C'est important. Se rajoute aussi à ce problème d'hébergement le manque de place, un problème de moyens, un problème de personnel, un personnel aussi qui revendique de meilleures conditions de travail, un personnel qu'on voudrait, dans nos propositions, qualifier. Et nos propositions seraient aussi donc de maintenir au mieux les soins et l'aide à domicile, c'est important, donc c'est possible. Nos propositions aussi, c'est de pouvoir maintenir, pardon, excusez-moi, je bug. Maintenir les aides et les soins à domicile, les maisons d'accueil, et aussi réfléchir, parce que les EHPAD, on aura toujours, vous mentirez si on vous dit qu'on va tout démolir et reconstruire une nouvelle alternative. Non, ce qui est évidemment, mais nous proposons donc des EHPAD publics, mais aussi réfléchir à de nouvelles alternatives dans la façon de l'hébergement, voilà, du bien vivre au quotidien quand on est en hébergement, maison de retraite, voilà. De nos aînés, je pourrais après vous parler des personnes qui souffrent d'handicap. On le sait que l'handicap, c'est pas une affaire de maladie qui passe par un antibiotique ou voilà, c'est pas un rhume que vous allez traverser avec un sirop matin, midi, soir. Non, l'handicap, c'est quelque chose malheureusement que nous pouvons attraper de notre naissance ou dans notre parcours de vie à cause d'une maladie ou d'un accident grave. Mais nous savons aussi que pour le mieux vivre, si on peut dire ça, parce qu'un handicap c'est quand même assez lourd, pour le mieux vivre de cet handicap et pouvoir évoluer avec, c'est d'abord une prise en charge rapide de cet handicap. Donc nous proposons d'augmenter les effectifs de la MDPH de manière que le temps qui est mis pour pouvoir établir et mettre en place la prise en charge de ces personnes soit plus court. Et de même, toujours sur cette prise en charge-là, ceux qui ne peuvent pas se déplacer, parce que tous les handicaps, vous savez très bien, ne sont pas les mêmes. Pour ceux qui ne peuvent pas complètement pas se déplacer, nous nous chargeons d'aller vers eux, on est d'accord, aller vers la population, notamment la population qui souffre d'handicap. Donc nous proposons un bus écologique et itinérant pour aller de porte à porte de ces personnes-là qui souffrent d'handicap et pouvoir leur permettre de réaliser leur démarche ou renouveler leur démarche. Nous proposons aussi à augmenter les dotations pour pouvoir mettre en place et, disons, augmenter l'effectif des auxiliaires de vie, accompagner donc, ces personnes en difficulté, créer de nouveaux centres spécialisés
pareil aussi, comme un peu les maisons de retraite, les résidences à taille humaine, avec des effectifs de personnel en nombre et surtout, toujours pareil, compétents. Voilà. De l'handicap, je voudrais passer maintenant à l'adolescence, à la jeune population, parce que la jeunesse, ça doit être une priorité, hein, c'est le début, c'est le départ, voilà, c'est le départ. Par une aide déjà financière, c'est important, une aide financière qui sera octroyée donc à la jeune population pour pouvoir les aider à partir, je manque les mots, excusez-moi. À se lancer dans la vie, c'est tout simple à dire pourtant. À se lancer dans la vie, à faire son départ, à faire son trou, on va dire, voilà, vulgairement, excusez-moi. Mais voilà, c'est un coup de pouce, voilà. Voilà. Et aussi permettre aussi de les entourer, de les encadrer. Et pour ça, nous souhaitons, et ça, je crois, c'est une des exigences de notre programme, c'est augmenter l'effectif d'éducateurs spécialisés. Voilà. Qu'ils soient des éducateurs spécialisés de rue, hein, ou dans des structures spécialisées, c'est vraiment quelque chose de très important et c'est quelque chose qui est dans notre programme une exigence parce que nous pensons que la prévention est le remède au mieux vivre pour tout le monde et au mieux vivre, au mieux départ pour ces jeunes. Et je finirai par la petite enfance. Nous souhaitons aussi proposer la construction de nouvelles crèches départementales et surtout avec cette possibilité d'avoir des horaires adaptés parce que nous savons que les parents n'ont pas des horaires 9h-17h, on peut être infirmier, médecin, travailler de nuit, chauffeur de bus, voilà, c'est des difficultés à tenir en compte. Voilà pour cette partie sociale et je n'ai pas tout dit, mais on pourra revenir peut-être pour plus tard après. Voilà. Ou tu peux compléter sur le sanitaire. Moni a bien détaillé les 4 âges de la vie et ces 4 piliers de l'action sociale du département. Des piliers sur lesquels actuellement la majorité, l'unanimité de Pierre Bétier n'est pas au niveau. Elle ne dépense pas suffisamment par rapport aux inégalités importantes dans notre département, par rapport aux enjeux de population dans notre département, les enjeux de vieillissement, comme l'a dit Moni. Et résultat, nous sommes classés à une place indigne, en fait, au niveau national, au niveau des divers départements, en termes de solutions, en termes de places pour l'accueil des personnes en situation de handicap, en termes de places pour l'accueil des personnes âgées en situation de dépendance, en termes de places dans les maisons d'aide sociale à l'enfance. Il y a énormément de coups de rabot qui ont été faits au point où on se retrouve 78e, 80e national, alors qu'on est le 3e département le plus riche. On trouve que ça tient d'indécence. Alors, nous avons des services sociaux, nous avons des effectifs qui font un travail formidable. Et bien ces effectifs-là, ils sont en train de tous nous dire nous sommes au point de rupture, nous ne pouvons plus travailler, nous ne pouvons plus faire un service public convenable, nous ne pouvons plus tenir les délais acceptables par rapport aux demandes des personnes. Donc ces gens-là, c'est une proposition très simple que nous avons, nous proposons de les écouter, nous proposons de les soutenir, donc de renforcer leurs effectifs, de renforcer les fonctions support aussi qui leur viennent en aide, parce que c'est aussi important. La prévention spécialisée, c'est une compétence complètement dans le cadre du département, c'est une compétence qui contribue à la cohésion sociale, qui contribue à la sécurité. Il faut reprendre possession de cette compétence et ramener une harmonie sociale dans nos quartiers, dans notre canton, qui est particulièrement concerné aussi, et dans le reste du département. Sur le plan sanitaire, on a aussi un problème de désertification médicale sur notre canton qui est assez clair. 3 villes sur 4 sont des déserts médicaux. C'est la curée pour essayer de trouver un médecin généraliste. Alors, bien entendu, tout le monde traite le sujet de la santé dans les différentes offres politiques sur ces départementales. On a ici, là, on fera des maisons de santé, on développera la télémédecine.
On ne peut pas s'en sortir avec, et je ne vais pas faire un jeu de mots mauvais, mais on ne peut pas s'en sortir avec une homéopathie comme ça. Justement sur la médecine, là on a besoin d'un traitement de choc, on a besoin de l'intervention publique, on a besoin d'ouvrir des centres de santé départementaux qui recrutent des médecins dans les situations en tension pour avoir une offre qui soit digne de la France qui est censée avoir le meilleur système de santé au monde. Bah, aujourd'hui, ce n'est pas une réalité pour beaucoup de personnes qui n'ont pas l'accès aux soins aujourd'hui. Donc, malheureusement, c'est un problème qui a des racines nationales. Beaucoup de territoires sont en compétition pour attirer les médecins, etc. Nous pensons que, vu les ressources des Yvelines, il faut mettre l'argent, il faut mettre les moyens pour construire des centres et pour pouvoir enfin avoir une offre médicale digne sur ce canton, parce qu'il y a aussi un enjeu par rapport à la pandémie, par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à tous ces examens qui n'ont pas pu être faits, toutes ces personnes qui ont des retards dans leurs examens, dans leurs visites, et puis les nouveaux arrivants, les jeunes, les personnes dont le médecin part à la retraite, il faut remplacer. Voilà, il faut saisir le sujet, et nous sommes l'offre politique dans cette départementale qui a le programme le plus complet en matière de sanitaire, et nous en sommes fiers. Sur le social, pour compléter, avant qu'on passe à d'autres sujets, il y a ces 4 grands pôles de compétences du département, et puis il y a de manière générale tout ce que peut faire le département pour aider les personnes en situation difficile, les personnes qui ont moins de revenus, les sans-abri aussi. Le département a un rôle là-dedans. Il y a cette question du logement qui est fondamentale. Nous souhaitons que le département ait une politique de logement social qui permette réellement de répondre aux besoins de la population la plus défavorisée. Une politique de logement social qui soit pensée dans un cadre de rénovation urbaine où les logements qui sont faits sont proches des services publics, sont proches des commerces de proximité, sont en harmonie avec l'architecture et ne sont pas de la bétonisation irréfléchie. Ça c'est important, il faut penser à ces choses-là. En termes de logement, nous voulons mettre en place une garantie départementale des loyers pour aider des personnes qui n'ont pas les moyens à trouver quand même un propriétaire qui leur louera un loyer relativement modique, le logement, et contre une garantie de la part du département en cas de défaut de la part du locataire. Ça, c'est des choses qui se font dans d'autres départements, nous pouvons le faire ici. Nous voulons aussi expérimenter un revenu de base pour les jeunes. L'aide financière dont parlait Mouni, c'est un enjeu important, c'est un combat de la gauche pour l'avenir. C'est de permettre aux jeunes à partir de 18 ans d'avoir un revenu qui leur permet de vivre dignement, de se lancer dans la vie, de travailler, de pouvoir avoir une activité culturelle, artistique, et de pouvoir aussi se former. Et par rapport à la précarité étudiante, c'est absolument fondamental d'avoir un revenu digne et décent qui évite de perdre sa vie à travailler, alors qu'on n'est pas forcément dans l'âge où on devrait passer tout son temps à travailler. On est à un âge où on doit être formé, on est à un âge où on doit apprendre des choses, on doit découvrir le monde, on doit s'ouvrir sur le monde. Donc il est important qu'on soit de ce combat-là, du revenu de base, et nous en tant que département, nous voudrons nous mettre dans le collectif des départements qui veulent expérimenter ce revenu de base. Nous ferons masse au bout d'un moment, nous obtiendrons, parce que, encore une fois, c'est un combat au départ, personne n'est d'accord, et puis petit à petit il entre dans les têtes, et je suis certain, dans les prochaines années, ce revenu de base il viendra, et nous voulons que nous soyons à l'avant-garde des Yvelines pour ce combat-là. Pour ce qui est de l'aide aux personnes les plus fragiles, nous voulons, Mouni l'a bien décrite, avoir cette démarche de l'aller vers. Cette démarche de l'aller vers les gens, la lutte contre le non-recours, elle est, par exemple, incluse dans la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté. C'est une stratégie assez importante auquel tous les départements de France sont souscrits, sauf les Hauts-de-Seine et les Yvelines. Tiens, comme par hasard, les Hauts-de-Seine et les Yvelines ne veulent pas se mettre dans des objectifs contraignants de lutte contre la pauvreté. Ce n'est pas acceptable, parce que cette stratégie, en fait, elle consiste à mettre en place des contrats entre les départements et l'État pour mettre des délais maximum de traitement des demandes, pour avoir des campagnes contre le non-recours, c'est-à-dire utiliser les fichiers dont dispose le département pour contacter les personnes, pour aussi se déplacer physiquement chez les personnes, pour leur dire qu'elles peuvent avoir besoin d'aide. Parce qu'une aide sociale, ce n'est pas un coût. Une aide sociale, c'est essentiel pour la cohésion sociale, et c'est essentiel pour que les gens puissent à terme sortir de l'aide sociale. Donc, il est cynique d'avoir une gestion
où on s'attend à ce que les gens ne fassent pas, n'aient pas de recours à l'aide sociale, parce que tout ce que ça consiste à faire, c'est à mettre la misère et les conditions difficiles sous le tapis, et on se reprend en boomerang de toute façon à la fin. Donc voilà pour la partie sociale et santé. On peut commencer un échange avec vous, ou on peut passer à la partie écologique. On va avoir le temps de faire un échange, on peut prendre des questions si on a sur le social, la santé. On a été un peu synthétique, il y a d'autres choses dans notre programme, mais voilà, on est ravis de prendre des questions tout de suite, si vous en avez, ou des interventions. Sinon c'est pas grave. Ah, question de... Ouais. Oui, moi je voulais revenir. Oui, là ça marche. Je voulais revenir sur la petite enfance parce que c'est important que l'on prenne, que la puissance publique prenne en charge la gestion de la petite enfance. On ne peut pas laisser à l'organisation de la petite enfance à des crèches privées ou qui sont forcément chères, ou laisser les assistances maternelles se débrouiller à trouver des clients et mettre en place des rapports, etc. Je pense qu'il appartient au service public d'organiser la petite enfance. Et la deuxième chose qui me semble importante, c'est sur la vieillesse. Au niveau des EHPAD, la solution des EHPAD n'est pas forcément la bonne solution pour accueillir les personnes, pour accueillir les personnes qui perdent un peu d'autonomie. En fait, il peut y avoir des foyers logements, il peut y avoir des opérations soleil, il peut y avoir des villages, enfin des ensembles immobiliers où on met à la disposition des personnes des moyens, des infirmiers, des aides, mais qui laissent une certaine autonomie. En fait, trop souvent, les EHPAD deviennent des ghettos pour vieux, où les gens, et des mouroirs finalement quelque part, et on l'a bien vu avec la crise du Covid, et je pense que je pense qu'il faut développer d'autres solutions, beaucoup plus humaines et beaucoup plus solidaires, j'allais dire, et beaucoup plus coopératives. Voilà. Je voulais juste rebondir sur les EHPAD. Par expérience personnelle, j'ai travaillé 3 saisons en EHPAD en tant qu'animatrice. Effectivement, je reviens à ce que vous dites, ça ressemble à des mouroirs, c'est des ghettos. Voilà, c'est assez spécial où beaucoup d'entre eux me disaient je suis rentrée ici avec mes 2 jambes et ça fait quelques mois que je suis là et maintenant je suis en chaise roulante ou d'autres sont en dépression complète parce que quitter, c'est pas quitter, aller en hébergement, donc en EHPAD, ça veut dire quitter une maison, un HLM, un appartement dans lequel on a vécu, on a, excusez-moi, régulièrement traîné sa graisse pendant 30 ans, 20 ans, 50 ans, et le quitter pour pouvoir aller se réduire à une chambre, avec des espaces communs pas si grands que ça, où tout le monde est à sa place aussi, hein, donc, et c'est difficile. Donc évidemment réfléchir à ça parce qu'on va tous y passer. C'est pas que l'affaire de nos seniors d'aujourd'hui, parce qu'on va tous y passer. C'est notre affaire à tous. Et évidemment, il faut vraiment réfléchir évidemment sur le prix, parce que c'est prohibitif, c'est pas normal, même dans le public, hein, 2150 €, mais réfléchir aussi à comment y vivre. Voilà, dans les toutes petites structures, comme vous dites, ce que vous avez énuméré tout à l'heure, mais aussi, voilà, il y a aussi des colocations entre personnes âgées, où on met à disposition infirmiers pour les soins. Il faut vraiment réfléchir à de nouvelles façons, et différentes et nouvelles façons, pour que tout le monde puisse s'y retrouver. Voilà, et éviter ces mouroirs-là, parce que c'est vraiment difficile à vivre. Bien sûr, tout à fait. Et tout ça peut être résolu par une action déterminée publique, en fait, qui vient aussi contribuer à cette offre, parce que parfois, dans des situations de dépendance absolue, on doit recourir à l'EHPAD.
Mais là, le rôle du département aussi, c'est de promouvoir des EHPAD publics, mettre en place des EHPAD publics, parce que c'est une loi d'offre et de demande. C'est un marché qui peut être très cruel. C'est seule l'offre publique qui est à même, comme l'a dit Mouni, de diminuer les coûts des places et donc aligner aussi le privé sur des pratiques moins démentielles en termes de tarifs que ce que nous avons aujourd'hui. Et sur la petite enfance, je rejoins totalement. Et nous, en tant que département, nous voulons construire des crèches départementales et nous voulons que ce soit des crèches qui soient exemplaires en matière de transparence dans l'attribution des places. Tout ça aussi, c'est assez important et c'est très disparate en fonction des villes. Je pense qu'à terme, on doit arriver vers un système où toutes les crèches auraient des critères extrêmement transparents et des commissions pour l'attribution des places, parce que ça fait partie de la République aussi d'avoir une égalité des chances dans l'accès de la petite enfance. Et enfin, sur les crèches départementales, nous voulons aussi soutenir des crèches en horaire décalé pour les personnes qui ont des métiers difficiles, qui font les 3-8 et qui doivent faire garder leur enfant à des moments un petit peu indus de la journée. On a par exemple Babylou à Conflans. Ce sont des modèles de crèches qui doivent être absolument soutenus parce que c'est ça qui met vraiment en fait l'éducation, parce que la crèche est une structure qui est extrêmement importante à portée de tous. Donc voilà pour le social et la santé. On va passer à la transition écologique et aux questions de cadre de vie avec Victor qui va vous présenter notre programme et qui complète son engagement. C'est quoi son téléphone? Oui, en effet, alors je vais essayer d'être assez synthétique. Je pense qu'il est très important et ce qui est très important Quatuor, c'est en fait ce renouveau sociétal qu'on promet. C'est-à-dire qu'on n'est pas juste dans des mesures écologiques qui n'ont pas de sens avec ce qu'on promet sur le reste, on est sur un ensemble social, économique, éthique et en effet écologique. Donc il y a beaucoup de choses à faire et je pense qu'on est la seule liste sur ce canton à promouvoir vraiment ce renouveau sociétal et également sur la région. C'est extrêmement intéressant. Donc en effet pour l'écologie on a énormément de mesures, des mesures qui me tiennent particulièrement à cœur, c'est des mesures d'ordre éthique. Aujourd'hui on a très peu de représentation sur les questions de droits des animaux par exemple, sur les questions d'alternatives végétariennes, végétaliennes. Pour rappel, on a aujourd'hui la principale source de gaz à effet de serre, c'est la consommation de viande, c'est l'élevage, c'est également la principale source de déforestation en Amazonie. Donc il faut vraiment pouvoir endiguer ce phénomène, ça passe par une mesure qu'on propose, on est les seuls à le faire, c'est une mesure de proposer des alternatives végétaliennes dans les restaurations collectives. Donc pour les compétences du département, ça va être au collège, mais c'est extrêmement important non seulement de le proposer, mais aussi d'avoir un enseignement qui va avec. Donc au collège, on a la possibilité d'aménager sur les temps périscolaires des interventions. Il y a quelques années encore, c'était le milieu de la viande, c'était les lobbies de la chasse qui faisaient des interventions en périscolaire pour promouvoir un petit peu leur filière. Aujourd'hui, on veut que ce soit le végétal qui soit mis à l'avant pour montrer à quel point les protéines végétales sont essentielles et doivent être vraiment, on doit tourner vers une révolution végétale plutôt que continuer ce modèle qui n'a pas de sens éthique, ni économiquement parlant et encore moins écologique. Donc ça fait partie de nos mesures. Sur le droit des animaux, on a également maison départementale des animaux, ça c'est un point très très important. Ça regroupe un petit peu tous les acteurs de la protection animale, pas seulement les associations, donc il y en a beaucoup, des noms qui sont très familiers, la SPA, Centre Millions d'Amis, qui sont présents aujourd'hui dans notre canton. On a des associations locales également qui sont fondées par des militants associatifs et qui doivent être soutenus, mais on a aussi des organisations nationales, je pense à la LPO par exemple, qui doivent pouvoir intervenir quand on a on parlait de l'île de Nancy justement, on a des populations d'oiseaux qui doivent être préservées, on doit les préserver de cet aspect destructeur de l'humain, de ce modèle économique libéral, donc c'est très important d'agir en ce sens. Ça fait vraiment partie des choses qui nous tiennent à cœur. Plus largement sur l'écologie, sur le cadre de vie, on est pour stopper le tout béton. On est aujourd'hui dans une politique, alors je suis originaire de Conflans, donc c'est ce qui me choque aux yeux, mais c'est une politique qui est menée dans le canton de vraiment bétonner systématiquement la voirie, les espaces urbains. On peut faire complètement autrement aujourd'hui et c'est même aberrant qu'en 2020 on en soit encore à faire des bâtiments complètement en béton qui respectent absolument pas les normes écologiques les plus basiques. Donc là aussi il faut endiguer un petit peu ce phénomène et aller vers quelque chose de beaucoup plus respectueux de notre cadre de vie, de notre environnement et des mesures écologiques les plus simples. On a également par exemple
la préservation de l'île du Levant, de l'île de Levant, pardon. On a aujourd'hui un projet de rendre cette île touristique. Même s'il y a un tourisme vert qu'on peut mettre en place, le faire comme on a pu en parler sur l'île Nancy, c'est absolument pas acceptable. Il faut vraiment partir du principe qu'il faut préserver absolument la biodiversité, les écosystèmes et les individus, humains comme non humains. Là encore une fois, c'est une politique qui est toute nouvelle dans les partis politiques qu'on a actuellement, et c'est très important de pouvoir élaborer justement sur ce département avec ce quatuor qui représente à la fois des partis traditionnels qui sont en train d'évoluer vers un modèle beaucoup plus écologique, et en même temps du renouveau politique à la fois porté sur la jeunesse, mais aussi sur cette transition, cette révolution vers un modèle beaucoup plus éthique, beaucoup plus écologique. On a également favorisé des mesures vraiment de favorisation. On n'est pas sur de la répression, c'est extrêmement important, mais favoriser par exemple les alternatives plus écologiques pour le transport. Donc ça va être les transports en commun, les voitures électriques plutôt que les voitures thermiques. C'est pareil pour les autoroutes. On s'oppose au projet de construction d'autoroutes. Je pense à la 184 parce qu'on a une association qui est très puissante et qui fait beaucoup de choses, qui est la Copra 184 sur Conflans. Elle était très présente, sur le canton elle l'est aussi. Il faut vraiment les soutenir, et on s'oppose complètement à ce genre de projets d'autoroute qui n'ont pas de sens quand on voit que les transports en commun sont encore largement inutilisés par beaucoup de franciliens, encore plus dans le département des Yvelines. Il faut les promouvoir, donc ça peut passer par un aspect financier bien sûr, donc là c'est plus de la compétence de la région, mais c'est important que le canton puisse se démarquer aussi par ça, et les départements plus généralement. Donc voilà, on a énormément de choses à faire sur ce canton, il y a énormément de choses qui sont du domaine des compétences, mais ne serait-ce que symboliquement avoir ce quatuor qui représente le renouveau politique et la révolution écologique et la révolution sociétale, c'est extrêmement important, et je suis vraiment honoré d'en faire partie. Merci beaucoup. Alexandre, peut-être compléter sur certains points. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup à Victor. J'ai quasiment rien à compléter. Je tiens à dire d'ailleurs que oui, le département peut être vraiment défenseur d'espaces naturels sensibles, parce qu'il peut les identifier, il peut les préempter, donc c'est-à-dire en prendre possession pour éviter qu'on fasse n'importe quelle exploitation dessus. Et quand on parle par exemple au niveau de Chanteloup, au niveau des coteaux, mais aussi au niveau de Conflans et du Devant, quand on parle de sanctuariser, c'est réellement sanctuariser, c'est-à-dire ficher la paix aux animaux et à la végétation qui sont sur cette île. Et ce sera pas plus mal pour nous, parce qu'on aura un espace vert très protégé, naturel, qui fera tampon par rapport à la pollution, plutôt que d'aller couper les arbres qui sont là-dedans, etc. Et d'ailleurs, nous, quand nous voulons défendre l'île du Devant, nous ne postons pas sur l'île du Devant pour dire qu'il faut la défendre. Oh, regardez les traces d'animaux. Ça, c'est mon petit point personnel, mais bon, voilà, il y a une question de cohérence aussi dans l'action, et je pense que c'est ce qu'on représente aussi dans ce mouvement. D'ailleurs, sur la transition écologique et énergétique, là le département peut être une sorte de petit état stratège, c'est-à-dire que le département a les moyens de soutenir par exemple les entreprises qui font des énergies renouvelables au niveau local, c'est une compétence spécifique, donc là il faut promouvoir les énergies renouvelables, il faut qu'on puisse avoir des solutions en termes de réseaux de chaleur, potentiellement d'hydraulique, bien entendu dans le respect de l'environnement, mais il faut qu'on puisse avoir une transition écologique énergétique qui nous mette au-dessus des objectifs de la loi climat, plutôt que d'être à courir derrière en espérant, comme aujourd'hui, qu'on nous oublie. Il faut à tout prix, dès qu'on arrivera, si jamais on est élu, on militera pour avoir une mise à jour du plan climat, air, énergie territorial, pour qu'on ait une stratégie claire et réellement de transformation écologique du département. Victor a très bien décrit qu'il faut promouvoir de manière générale les alternatives à la voiture thermique, à l'usage individuel de la voiture thermique, donc le covoiturage, ça peut être une première solution. Il y a bien entendu les pistes cyclables, et d'ailleurs je dirais qu'au-delà des pistes cyclables, si on veut vraiment un trajet cyclable au quotidien, il faut aussi qu'on mette en place des parkings sécurisés, parce que quand on va au travail et qu'on garde son vélo à l'extérieur, on peut avoir légitimement peur de se le faire voler, et puis c'est encore un problème de ça. Donc il faut qu'on puisse mettre en place toutes les infrastructures qui permettent réellement d'utiliser le vélo au quotidien, si on veut vraiment que ce soit une alternative viable à la voiture. Nous voulons aussi mettre les transports en commun, les transports publics à la portée de toutes et tous. Il y a eu des décisions au niveau local, notamment à Conflans, à la fin de la gratuité pour les seniors, qui sont absolument
délétères, qui vont contribuer à l'isolement de certaines personnes. Voilà, nous en tant que département, même si le transport n'est pas forcément une compétence directe, c'est la région qui l'a, mais nous voulons militer, nous voulons mettre au pot dans les projets où nous pouvons pour avoir un espace urbain qui soit vraiment accessible à toutes et tous, aux plus fragiles, aux personnes qui ont des difficultés à se déplacer. Et quand je dis à toutes et tous, c'est important aussi pour la vision des femmes, parce que se déplacer dans l'espace urbain, se déplacer dans le canton, c'est pas forcément évident à toute heure du jour ou de la nuit pour une femme ici. Et il faut aussi, quand on fait de la rénovation urbaine et qu'en tant que département on contribue à tous ces projets-là, il faut qu'on réfléchisse à faire des choses qui sécurisent les conditions de déplacement de tout le monde, pour que les femmes puissent aussi s'approprier l'espace public aussi bien que les hommes, à tous les âges. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel on souhaitera absolument être vigilant dans tous les projets qu'il y a et auxquels le département pourra contribuer. Enfin, en matière de sécurisation, un projet très concret, à Chanteloup, nous voulons que la voie entre Triel et Chanteloup soit sécurisée, c'est-à-dire qu'il y ait de l'éclairage, qu'il y ait des pistes cyclables et qu'il y ait bien entendu des trottoirs, parce qu'actuellement les gens qui se rendent au quotidien, voire il y a des enfants là-dedans aussi, entre Triel et Chanteloup, sont sur le bord d'une pseudo-départementale qui est extrêmement dangereuse. Et Mounir en avait déjà parlé dans nos rendez-vous précédents, mais on ne voudrait pas qu'il se passe un drame pour agir, parce que malheureusement c'est ce qui se voit parfois dans l'action de ce département, c'est qu'ils attendent d'être ce conseil départemental, c'est qu'ils attendent d'être au pied du mur pour faire quelque chose, et ils font en général trop peu, trop tard. Pour ce qui est de la transition écologique et énergétique, je terminerai sur deux dernières idées. L'idée, c'est la mission d'insertion. Le département a un très très grand rôle pour insérer les chômeurs. Il faut qu'on ait une mission d'insertion qui soit en lien avec toutes les entreprises qui peuvent permettre d'organiser la transition écologique sur le canton, donc qui permettent d'avoir des emplois non délocalisables, des emplois durables dans le secteur de la rénovation thermique, dans le secteur du recyclage, dans le secteur de l'agroécologie, excusez-moi. La mission d'insertion du département doit être focalisée sur ces choses-là, parce que là aussi on crée de l'emploi durable pour les personnes. Durable, c'est un terme qui est parfois galvaudé, mais ce qu'on veut, c'est constituer des situations durables en fait de vie pour les personnes, des conditions sociales correctes. Je terminerai sur un dernier aspect, sur l'écologie. Il y a cette question, voilà, des alternatives végétales, des alternatives végétariennes que nous voulons pousser dans les collèges. C'est assez symbolique parce que c'est un cercle vertueux. Un cercle vertueux parce que nous voulons également que ces repas qui sont fournis soient bio, qui soient locaux, parce qu'actuellement nous avons un monopole d'un même groupe, d'un géant de la restauration sur les 116 collèges du département, et concrètement ça revient à ouvrir des barquettes en plastique plutôt qu'avant. On avait une situation très décentralisée où on avait des cuisiniers dans les collèges qui pouvaient faire leur propre plat. Alors bien entendu il faut aussi qu'on forme les personnels à de nouveaux modes de consommation alimentaire, de nouveaux modes de préparation de la nourriture qui soient moins consommateurs de ressources pour l'environnement. Et bien entendu, on explique de manière ludique que oui, on peut se passer de viande, oui, on peut consommer local pour moins cher. C'est important, toutes ces choses-là, et les collèges doivent être à l'avant-garde de ça. On reviendra un petit peu sur les collèges ensuite. Donc voilà pour l'essentiel du cadre de vie et de l'environnement. Nous reviendrons encore une fois parce que c'est quand même un sujet central. Nous sommes résolument opposés à tous les projets d'A104 et d'A104 bis. Nous sommes opposés au pont d'Achères. Nous sommes opposés à la déviation de la RD 154 sur le Poix de Verneuil. Tous ces projets-là de tout routier, il faut en sortir parce que c'est pas parce qu'on constate qu'il y a des bouchons à l'endroit qu'il faut construire de nouvelles voies pour faire un appel d'air et avoir encore plus de poids lourds qui passent. Il faut sortir de cette vision-là, il faut qu'on développe d'autres mobilités, d'autres manières de transporter les marchandises, et bien entendu pas des manières qui vont ne pas contribuer à l'emploi local. Donc il faut réfléchir à toutes ces choses-là quand on développe des alternatives aux routiers, par le fluvial, par le fret. Il faut que ce soit des choses qui permettent quand même de véhiculer une production locale, plutôt que des productions qui viennent de l'autre bout du monde. Nous devons dire que le questionnaire de la COPRA, j'ai vérifié aujourd'hui, nous sommes la seule liste à l'avoir signé de manière extrêmement claire, avec
cas ce qu'il fallait pour dire qu'on était bien opposé à l'ensemble des projets. Je tiens à dire que d'autres candidats, et pour ne pas citer une liste de centres qui a le goût de Macron, l'air de Macron, mais n'est pas du Macron, en tout cas n'est pas estampillé Macron, c'est une personne qui met dans son programme qu'il est opposé à ce type de projet, mais quand l'association lui demande est-ce que vous pouvez signer que vous êtes au projet et que vous nous défendrez, vous êtes opposé au projet, il dit ah mais en tant que politique, je ne peux pas me comporter comme ça de manière binaire, de dire oui, non, etc. Voilà. Il faut arrêter de nous voyer, il ne faut pas être ambigu. Nous nous opposons clairement à ces projets, nous l'avons signé, nous vous montrons et nous nous battrons pour que nous puissions avoir un cadre de vie et un environnement et une faune et une flore préservées dans ce canton. Voilà, il est important de ne pas être ambigu et nous n'avons aucune ambiguïté à ce sujet. Voilà, si on peut commencer sur la discussion sur l'écologique, le cadre de vie, l'environnement. Si vous avez des questions, allez-y. Merci. Juste, Question Daniel. j'ai pas besoin de micro par rapport aux interventions qui ont eu lieu, notamment sur les EHPAD. Il faut savoir que l'investissement dans les EHPAD est un des investissements estimés les plus rentables aujourd'hui. Les EHPAD privés, c'est pas encore gagné. Voilà, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Tant qu'il y a des groupes de financement qui ont des intérêts là-dedans, ça va continuer. Par rapport aux crèches, il est intéressant de savoir que c'est quand même un acquis de la commune. La première idée où les crèches ont été évoquées, c'est en 1871 dans la commune. Alors à l'époque, c'était pas spécialement pour les enfants, mais c'était pour permettre aux filles mères, qu'on appelait à l'époque, de pouvoir avoir un emploi. Mais aujourd'hui, le fait de militer pour des crèches publiques, c'est d'avoir aussi pour les parents la garantie d'avoir des enfants bien accueillis et puis leur permettre eux aussi d'être libérés pour travailler librement. Voilà. Et être intégré dans un projet social en fait. Voilà. Et puis. Parce que c'est... Ouais, non, parce que c'est public, ça permet qu'on soit cadre, ou caissière. Voilà, ça répond à un projet social, voilà, qu'on soit cadre ou caissière, voilà, on peut mettre son enfant en crèche, évidemment. Mais ça répond aussi à un projet social, évidemment, sur l'encadrement, la façon d'être pris en charge, la réflexion de comment vivre en crèche, petite enfance, un peu comme l'école, on peut faire le parallèle avec l'école, tout ça c'est lié. Et merci pour l'information. Et pour ajouter sur les transports, des syndicats, on va pas citer la CGT, les retraités, avec d'autres syndicats, la FSU je crois, ça fait déjà 4-5 ans qu'il y a une mobilisation qui est menée pour ça a commencé par le demi-tarif pour les transports en commun. Alors à l'époque c'était Huchon qui était à la région, tout ça, il y a eu des rendez-vous, ça a avancé. Pécresse a continué, parce que la carte, imaginaire à demi-tarif, ce n'était pas intéressant pour les voyageurs occasionnels. Si on voyage qu'une fois ou deux par mois, donc il y a l'avancée d'avoir un tarif occasionnel, au ticket. Voilà. Donc la lutte n'est pas terminée, mais avec l'appui du département, puis avec l'appui des élus, je pense que ça peut aussi donner un coup de fouet pour avancer dans cette voie-là. Et chaque choix est important, hein, parce que, par exemple, la gratuité des transports en commun, personnellement, je pense que c'est quelque chose à laquelle on va devoir arriver, parce que le transport commun est un bien public, et comme tout bien public, on doit arriver à terme à une accessibilité à tout le monde. Parfois, il y a des débats. Certaines associations disent s'il y a une gratuité de transport en commun, les gens vont moins utiliser leur vélo, et donc ils utiliseront un bus qui, même s'il est hybride, il pollue plus que quelqu'un qui prend son vélo. Mais nous devons garder en tête que tout le monde ne peut pas faire du vélo, tout simplement. Donc le vélo c'est optimal, c'est très bien quand on peut, quand on a la forme, quand on a la mobilité, quand on n'a pas de handicap. On doit le promouvoir au maximum, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de la révolution des transports et de la révolution écologique. Nous devons permettre à chacun d'avoir les mobilités qui lui permettent réellement de se déplacer. Donc, Et pour la mobilité, la rénovation énergétique des bâtiments. Pour la rénovation énergétique des bâtiments, nous souhaitons que le département prenne toute sa part pour aider à rénover les passoires thermiques qui sont encore très très nombreuses.
et surtout chez les particuliers, mais aussi parfois aussi dans le public. Hein. Je ne dis pas forcément que c'est des passoires, mais quand on voit certains bâtiments publics, tous les collèges du département ne sont pas rénovés. Donc il y a des plans qui sont annoncés, des plans qui concernent 15 collèges sur une période de 6 ans, 116 collèges, il faut mettre le paquet pour aller beaucoup plus vite, c'est un poste de consommation très important. Et il faut aider les particuliers à faire une rénovation énergétique, et là je dirais encore, il faut encore qu'on ait cette démarche encore de l'aller vers. C'est-à-dire, on doit, en tant que département, vu qu'on est un peu chef des aides, y compris à des personnes qui sont vraiment en situation de difficulté, leur dire ben, c'est à votre portée aussi de pouvoir faire ça. Je peux vous aider, je peux vous accompagner à rénover votre logement et tout ceci est vertueux et permet de lutter aussi contre des situations de précarité et de précarité, d'insalubrité parfois. Hein. Donc encore une fois, il faut être présent dans ce combat. Donc on veut aussi, mais je glisserai après sur le troisième sujet, qui est le sujet des collèges. On va peut-être du coup le commencer. Super transition. Mais sur les collèges, il y a cette rénovation énergétique à faire, cette rénovation numérique. Tous les collèges ont été connectés au débit. Ok, ça c'est bien, c'est fait. Maintenant, il faut que ce soit bien entretenu. Dans les collèges, il y a de plus en plus l'enseignement qui se révolutionne avec de nouvelles techniques numériques. Ce sont de super opportunités, mais il faut qu'on ait des enseignants qui soient formés, il faut que le département ait un rôle d'accompagnement là-dedans, à ces divers outils-là. Il faut que tous les tableaux numériques interactifs qui ont remplacé nos anciens tableaux dans nos collèges soient entretenus, utilisés, mis à jour, qu'on explique leur fonctionnement, parce que ça vient vraiment faciliter l'apprentissage. Donc, dans ce plan de rénovation énergétique des collèges, déjà nous voulons le massifier, mais en plus nous voulons mettre un volet numérique. Ça nous semble extrêmement important. Au niveau des collèges, nous savons, hein, nous sommes un canton qui a eu un attentat qui a été commis sur un professeur de collège. Nous avons tous été extrêmement abattus, sidérés et hébétés par rapport à ce qui s'est passé. Le département doit, dans la mesure de ses compétences, aider à refaire République dans les collèges. Donc il doit soutenir toutes les actions éducatives qui visent à la tolérance, à promouvoir les valeurs de la République, l'égalité entre les femmes et les hommes, la lutte contre les discriminations de genre, de sexe, d'orientation sexuelle, d'origine, la lutte contre le harcèlement scolaire, ce qui est important aussi. Bien entendu, le département doit soutenir toutes ces actions-là dans les collèges. Nous voulons que le collège soit aussi un environnement où les collégiens puissent bien vivre, que les équipements puissent être potentiellement, ça se fait déjà en REP, mais peut-être que ça peut se faire aussi sur une manière plus large, que les équipements soient disponibles pour des associations, pour des acteurs sportifs locaux. C'est la notion de collège ouvert. C'est quelque chose qui est à développer parce que ce sont aussi des biens publics, ces équipements-là, et ça favorise l'inclusion d'avoir un maximum de personnes qui puissent les utiliser, toutes ces petites agoras qui sont les collèges. Sur les collèges, nous voulons relever l'enjeu de la transition numérique en équipant les sixièmes d'un ordinateur portable. C'est une mesure qui a un coût, qui est aussi un coût en termes de ressources. Nous considérons cependant que c'est un coût qui est nécessaire pour former les enfants à l'informatique, la bureautique, le code, des compétences qui vont être fondamentales à l'avenir. Petit à petit, on va aller de plus en plus dans une technicisation. Et comme il y a toujours une fracture numérique sur ce canton, et surtout aussi sur ce département, il est peut-être temps de faire ce type d'investissement, sachant que, actuellement, le conseil départemental sous-investit par étudiants, par collégiens, par rapport à la moyenne nationale. Nous avons considéré que les mesures que nous proposons permettent de combler, au moins, ça permet de nous ramener sur la moyenne nationale, et il est temps de relever cet enjeu du XXIe siècle. Sur les collèges, j'ai dit à peu près l'essentiel. Là aussi, il faut qu'on ait une action sociale, il faut qu'on aide, par exemple, les personnes les plus en difficulté à acheter des tenues de sport, parce qu'il y a des tenues de sport qui doivent être payées dans les collèges, ça aussi, ça fait partie de notre programme. Quand on regarde la partie collège de notre programme, on voit bien notre devise d'écologie, sociale, solidarité qui se retrouve dans toutes les propositions.
Depuis les collèges, j'enchaîne sur l'emploi parce qu'on parlait de la rénovation énergétique et de tous les marchés publics que fait le département, et il y en a quand même beaucoup. Dans ces marchés publics, nous voulons que le département les mette à une accessibilité pour les TPE, les PME locales. Donc ça se fait, il y a des solutions techniques pour le faire. On en fait une promotion particulière auprès des acteurs locaux. On divise les marchés publics pour que ce soit à la portée de petites entreprises. Tout ça, nous le voulons pour stimuler l'emploi local. Pour l'emploi, nous voulons adhérer au dispositif qui a été développé avec succès par l'association ATD Carmonde et qui a été ensuite repris par plusieurs collectivités locales, le dispositif zéro chômeur de longue durée. Ça part d'un constat très simple, c'est de se dire qu'un chômeur de longue durée, déjà c'est terrible comme situation personnelle, c'est une vie extrêmement difficile, mais en plus, pour la société, c'est un coût qui est plus important en fait. Et avoir une intervention pour employer des personnes qui ont été désinsérées depuis longtemps, non seulement c'est quelque chose qui fait honneur à nos valeurs sociales, mais en plus c'est quelque chose qui est vertueux pour la société, pour l'économie. Par exemple, dans des situations où il n'y a pas d'initiative privée, eh bien, on peut créer des entreprises à but d'emploi et on peut arriver à faire une réinsertion qui soit vraiment profitable à toutes et tous. Sur l'emploi, de manière générale aussi, pour avoir un lieu de vie où on puisse travailler, pour qu'on ne soit pas uniquement dans un canton dortoir, il faut qu'on puisse soutenir les services publics locaux, les commerces de proximité. Quand nous serons au conseil départemental, nous voudrons faire en sorte que les zones commerciales ne s'étalent pas de manière énorme jusqu'à vampiriser complètement les commerces de centre-ville, les commerces de cœur de ville, ça c'est très important. Et j'en viens au cœur de ville, j'en viens à la culture, et j'en viens à la nécessité d'une offre culturelle en cœur de ville, à Chanteloup. Nous défendons la mise en place d'une médiathèque. Nous voulons rénover la salle des fêtes Paul Gauguin, qui a besoin d'une rénovation. À Conflans, nous avons ce combat d'un cinéma en cœur de ville, le Cinéville qui a été perdu. À côté, un autre service public a été supprimé, les bains-douches, pour au final réserver une opération immobilière qui va complètement transformer notre cœur de ville en négatif, qui va le densifier, qui va le perturber, qui va apporter une incohérence architecturale et même qui, d'un point de vue écologique, ne sera pas positif. Donc nous voulons que la présence de la culture en cœur de ville soit soutenue par le département. Encore une fois, c'est un peu comme pour les zones commerciales. Des zones d'activité, ça peut être utile, des zones industrielles pour les entreprises, etc. Mais il ne faut pas qu'on perde ce qui fait notre vivre ensemble, ce qui fait nos villes. Donc, le département, il a une compétence très concrète, qui est dans le Code des collectivités territoriales, c'est de soutenir des petites exploitations par des subventions. Des exploitations de cinéma, les cinémas de quartier, les cinémas qui font moins de 7000 entrées par mois, et les cinémas d'arrêt d'essai. Eh bien, nous voulons soutenir tous ces types de cinémas, et si un jour, à Conflans, et même dans le reste du canton, ce type d'initiative arrive à revenir, nous serons là en tant que département pour les soutenir financièrement, parce que c'est fondamental. Nous revenons tous dans les salles, nous avons besoin d'une relance culturelle. En tant que département, nous devons être dans la relance culturelle. Nous ne devons pas être dans une relance culturelle qui va imposer des projets hors sol, etc. Nous devons faire confiance aux acteurs locaux. Donc nous voulons augmenter les subventions aux associations culturelles locales, tous les spectacles vivants qui doivent reprendre. Il y a un soutien à l'industrie de la culture, à l'économie locale de la culture, aux acteurs de la culture qui est fondamentale et que nous pouvons soutenir. Sur la culture, voilà, nous avons tout un volet de notre programme. Encore une fois, ça nous distingue d'autres concurrents au département qui ont tendance à laisser ce sujet de côté, mais nous pensons qu'il est fondamental d'agir là-dessus. Enfin, je voudrais terminer au niveau du programme sur la démocratie, la transparence. Nous sommes, comme vous le savez, dans un conseil départemental qui est trusté à l'unanimité par le même bord politique. Avec ça, les conséquences sont qu'il y a un pourrissement du débat. Il n'y a pas de débat en fait. Il y a des systèmes où les personnes qui sont plus sur le bord politique de la majorité sont favorisées, les projets, etc. Il est sain d'apporter de l'alternance là-dedans. Et nous avons les moyens, sur ces élections, de pouvoir
apporter cette alternance, donc il faut s'en saisir maintenant. Nous avons ce modèle Bédier, il faut en sortir. C'est quelque chose qui est négatif pour l'intérêt des habitants, comme on le voit ici. On se prend ici sur ce canton des logiques venues d'en haut, en termes d'aménagement du territoire, avec ses projets routiers, en termes de services publics, avec ses moyens pour les MDPH, pour l'aide sociale à l'enfance, pour la prévention spécialisée qui disparaissent. Ailleurs sur le département, les centres de protection maternelle et infantile qui ont disparu, nous allons en reconstruire, nous allons remettre des points de protection maternelle et infantile, parce que ça aussi c'est extrêmement important pour les droits des femmes, les droits des mères, les droits des parents, la protection des jeunes enfants. Dans cette démocratie locale, nous voulons faire toute la lumière sur les pratiques du conseil départemental sortant. Nous ferons des audits sur la coopération décentralisée, nous ferons des audits sur les finances, nous ferons des audits sur l'aide sociale à l'enfance, parce que c'est pas nous qui le disons, c'est la presse, mais il y a des situations extrêmement difficiles qui ont été vues sur l'aide sociale à l'enfance et nous devons faire la lumière là-dedans. Si nous sommes élus, nous serons d'une transparence irréprochable et d'une probité irréprochable. Ce que nous ferons, c'est que nous publierons nos rémunérations, nous publierons nos intérêts, nous publierons l'agenda de l'élu, qui est quelque chose de fondamental pour vérifier si on n'est pas capté au niveau des intérêts par certaines associations, acteurs ou entreprises. Nous dirons qui nous rencontrons. Et nous rendrons compte en permanence, nous tiendrons des permanences au niveau du canton régulières pour rendre compte aux citoyens de ce que nous aurons réussi à faire passer, les projets que nous aurons réussi à mettre en œuvre. Et ça c'est vraiment très important. Et je tiens à préciser que nous sommes les seuls candidats dans ces élections départementales qui nous engageons à ne pas cumuler notre mandat d'élu départemental avec un autre mandat. Parce que nous pensons que le cumul des mandats, c'est finalement quelque chose qui ne permet pas de se consacrer pleinement à sa tâche d'élu et qui vient parasiter d'une certaine manière la représentation locale par d'autres intérêts. Il est temps d'avoir des élus qui sont pleinement consacrés à leur territoire, et c'est ce que nous voulons faire avec Mouni, avec Victor, avec Pascal que nous n'avons pas pu présenter, mais à qui nous passons un bonjour au passage, qui a eu une impossibilité. Pascal, dont l'engagement aussi sur le canton, à Chanteloup, à Conflans, est extrêmement moteur et est un guide pour nous. Pascal a été directrice en foyer jeunes travailleurs. Voilà. Tout ça, ça infuse aussi dans notre programme et on voulait lui faire un petit coucou. Et une bise même. Et donc, voilà. On terminera en disant que notre approche, c'est écologie, sociale, solidarité. C'est celle d'une gauche écologiste, d'une révolution écologique qui soit à la portée de toutes et tous. Sinon, elle ne sera pas. Sinon, la transition écologique ne fonctionnera pas. Victor l'a très bien résumé. Mouni l'a résumé également. Nous sommes un rassemblement. Nous sommes un rassemblement de mouvements qui n'ont pas peur de qui ils sont, qui savent que leur union diverse et rassemblée fait leur force. Et nous ne sommes pas cachés derrière une approche « Oh, je ne veux pas de la ribambelle de parti, de la ribambelle de logo », pour au final, à quelques semaines du premier tour, finalement remettre les partis et les logos. Bon, c'est dommage. C'est une approche qui est dommageable, c'est une approche qui malheureusement peut conduire à perdre le pouvoir au niveau de la gauche dans certains territoires. Nous serons appelés à nous retrouver, à faire grandir notre rassemblement avec d'autres mouvements. Nous allons nous engager dans cette élection et peu importe le résultat, nous serons toujours là pour continuer à porter la chose fabuleuse que nous avons construite ensemble, le programme écologique et social que nous avons fait. Nous nous organiserons, nous arriverons à petit à petit réussir à répandre nos idées, parce que nous pensons que ce sont des idées justes, que ce sont des idées qui sont accessibles, qui permettent des propositions concrètes pour le bien de toutes et tous. Et voilà, je laisserai un petit mot de conclusion également à Mouni et à Victor, et ensuite on pourra passer encore aux questions de la salle. Mouni, si tu veux conclure. Juste rappeler que le service public est atteint un peu dans le canton, enfin un peu. La poste de Morcourt qui ferme, le centre de CPAM de Chanteloup-les-Vignes aussi qui est fermé depuis 2 ans pour cause de travaux, mais qui n'est toujours pas ouvert. Un Conflans aussi, pareil. Donc nous aimerons, nous nous engageons
à réouvrir ces services de proximité et surtout importants. Voilà. Je voulais finir sur ce point-là. À Monsieur Victor. J'ai pas grand chose à rajouter, juste c'est un mot qui me tient vraiment à cœur. Je pense qu'on est vraiment le rassemblement de l'urgence sociale et écologique. Donc voilà, il y a vraiment une urgence de voter aujourd'hui pour ce rassemblement qu'on présente. En termination, ce canton c'est le vôtre, notre devise, c'est le vôtre. Vous pouvez renouveler la démocratie locale, on peut tous le faire si on s'y met, et donc il n'y a plus qu'à voter. Et je vous remercie encore toutes et tous de votre présence. Ça nous fait très plaisir. Et on est encore à la disposition des citoyennes et des citoyens pour tout le reste de cette campagne. On sera sur le terrain partout, sur les marchés, sur les supermarchés, dans les gares, pour vous présenter notre programme, pour vous l'expliquer. Et je vous dis à bientôt et merci beaucoup. Il y a des questions, donc question là. Ah bah oui, tu as ton propre micro qui arrive. Oh, ouais. Victor, une seule raison pour laquelle il faut voter pour vous. Alexandre, une seule raison pour laquelle il faut voter pour vous. Moni, une seule raison pour laquelle il faut voter pour vous. Je vais me répéter, mais je pense qu'il faut voter pour nous justement parce qu'on est ce rassemblement démocratique de l'urgence et de porter des idées vraiment révolutionnaires qui peuvent changer les choses sur le département et sur ce canton. Un vrai programme de justice sociale et écologique au service de toutes et tous. C'est ce que nous avons fait ensemble et c'est ce que pourront voir les électrices et électeurs en termes de sérieux de notre approche. En plus des deux raisons qui ont été dites là juste à l'instant, pour moi la raison c'est le droit de vote. Voilà. C'est important dans ces moments-là, quand il y a des élections, d'aller voter, c'est important.